Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Voici les titres de ce mercredi 29 février. Nicolas Sarkozy en meeting à Montpellier hier. Le président et candidat UMP battait campagne sur le thème de l'éducation. La production bio se développe dans la région. Un contrat vient d'être signé pour organiser cette filière. Et puis à Nîmes, le plan de prévention du risque inondation a été validé. On revient sur sa mise en œuvre dans ce journal. Agir pour la bio, c'est l'objectif du contrat de filière qui a été signé aujourd'hui. Le but fédérer et développer la production bio en Languedoc-Roussillon. Illustration à Méjeanne, les Alès, dans une entreprise qui cultive et transforme des plantes aromatiques 100% bio. Franck Chassagnon. Tout de blanc vêtu, règles d'hygiène obligent, l'État et la région main dans la main pour aider la filière bio. Au programme de la matinée, visite d'une entreprise de plantes aromatiques 100% bio. Chaque épice a des comportements différents, donc on voit que là le remplissage se fait en deux coups. Ensuite il y a le pose d'un opercule, la pose du bouchon, donc tout ça se fait automatiquement. Et en la matière, l'entreprise familiale Arcadie est un exemple de réussite. 7 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2011, une activité en hausse de 15% chaque année. L'entreprise Sévenol emploie déjà une soixantaine de salariés et ne compte pas s'arrêter là. Jusqu'à ces dernières années, je dirais les marchés bio étaient assez nationaux, sauf pour des produits spécifiques. Là, on commence à rentrer dans une période où certaines sociétés prennent une dimension européenne. Et nous avons un concurrent, par exemple, qui fait un peu les mêmes produits que nous en Europe. Et voilà, nous ne voulons pas le laisser travailler tout seul. Donc je crois que là, nous avons décidé d'aller en dehors de nos frontières aussi. On y est déjà, mais d'intensifier cette présence parce qu'on a la légitimité pour le faire. Du coup, la production régionale de plantes aromatiques bio pourrait passer de 40 à 200 hectares. Un développement qui pourra se faire avec le coup de pouce des collectivités. Aujourd'hui, le bio régional s'organise. Un contrat filière État-région a été signé ce matin. Il permettra de booster les produits bio du Languedoc-Roussillon. Contrat filière, c'est quoi? C'est chaque entreprise qui, en elle-même, peut ne pas peser sur le marché mondial. Mais on les regroupe. Elles gardent leur autonomie. Mais en termes d'objectifs, elles sont regroupées. Derrière le sud de France, bien évidemment. Et là, elles pèsent. Et là, elles ont d'autres marchés. Et là, elles font avancer justement cette démarche de qualité et autres. Voilà, toute une démarche toute simple qui fait que tout le monde s'associe pour être vainqueur à Languedoc-Roussillon. Affilié à la marque Combrel Sud de France, le Languedoc-Roussillon est aujourd'hui en passe de devenir la première région bio de France. Les syndicats appelaient aujourd'hui à une journée de mobilisation européenne contre l'austérité. À Nîmes comme à Montpellier, 1 millier de manifestants environ ont défilé dans les centres-villes pour dénoncer notamment le mécanisme européen de stabilité. Et parmi les contestataires à Montpellier aujourd'hui, une délégation syndicale espagnole. On l'écoute au micro de Jean Brun. Une journée européenne pour le mouvement syndical et pour montrer que nous sommes ensemble avec les Français, que nous sommes des camarades. Il faut faire la même lutte, même en France qu'en Espagne. La crise, ça, nous l'avons partout, mais je crois qu'en Espagne, malheureusement, ça c'est pire. La compagnie des Salins du Midi est à vendre. Une partie des actionnaires de l'entreprise basée à Aigues-Mortes a décidé de céder ses parts. Une décision qui était attendue depuis la reprise de la société par des fonds de pension en 2004. Pour l'heure, cette annonce n'impacterait pas le fonctionnement des Salins qui emploient 1500 salariés dans le monde, dont près de 200 dans le Gard. Les Salins du Midi qui projetaient de créer un musée du sel à Aigues-Mortes. On a recueilli les impressions, les premières réactions des syndicats, notamment pendant la manifestation tout à l'heure à Nîmes. Écoutez. On est surpris, mais pas tant que ça, parce que la stratégie de notre direction, Pierre Lévy, notamment notre PDG, était simple et claire à comprendre. C'était de dilapider notre entreprise, la vendre, la morceler. Une entreprise comme les Salins qui a 11 000 hectares sur Aigues-Mortes, qui est morcelée, se vend plus facilement qu'une grande structure qui va acheter ça. La confirme que la remise en cause des acquis des personnels, la vente des terrains du Léran notamment, s'inscrivait dans une volonté de vendre les Salins après avoir empoché tous les bénéfices pendant des années à raison de 15 millions d'euros par an qui ont été approvisionnés les banques et non pas les investissements nécessaires aux Salins du Midi. Et puis l'initiative que j'ai prise dès ce matin, c'est de proposer à tous les élus concernés, de tous bords, de se réunir très vite pour voir comment nous pouvons engager des actions et pourquoi pas demander à monsieur le préfet d'organiser une table ronde, surtout au moment où on met en avant la nécessité de produire français dans notre pays.
Enseigner plus pour gagner plus, c'est l'une des propositions phares faites par Nicolas Sarkozy hier soir lors de son meeting au Zénith de Montpellier. Devant plusieurs milliers de militants et sympathisants, le candidat UMP à l'élection présidentielle a énoncé son programme pour l'éducation nationale. Un programme qui fait bien entendu réagir notamment les opposants et les syndicats. C'est un reportage de Jean Brun et Olivier Roiran. Il y a 5 ans, l'argument avait fait mouche. Travailler plus pour gagner plus. Alors cette fois-ci, à Montpellier, dans un zénith gonflé de 6500 supporters, le candidat Sarkozy n'a pas hésité à reprendre l'argument en l'adaptant cette fois-ci aux enseignants. Je propose que désormais, tout enseignant qui voudra travailler davantage puisse le faire avec 26 heures de présence dans l'établissement au lieu de 18 heures de cours aujourd'hui, avec en contrepartie une augmentation de son traitement de 25%, soit près de 500 € par mois. Mais l'antienne ne convainc pas les syndicalistes enseignants. 18 heures de cours, c'est à peu près 45 heures de travail. Si on passe à 26, ça veut dire des enseignants qui travaillent 60 à 65 heures. À moins qu'ils veuillent supprimer les copies, qu'ils veuillent supprimer les préparations de cours. On peut s'attendre à tout vu ce qui a déjà été fait. C'est pas très sérieux ça quand même. Je ne sais pas si en France il y a beaucoup de travailleurs qui travaillent 65 heures par semaine. Tout comme Jean-François Copé, plus tôt dans la soirée, Nicolas Sarkozy n'oublie pas que d'autres échéances électorales viendront vite après la présidentielle. Alors toujours sur le thème de l'éducation, il fustige l'ordi distribué cette année par la région aux lycéens. Je préfère une école qui structure la pensée, qui élève l'esprit, à une école où on considérerait qu'il suffit d'offrir une tablette numérique avec l'argent du contribuable. En déplacement dans le Gard, le président de la région préfère s'en tenir aux progrès réalisés. Oui, l'ordi, c'est le remplacement du livre. Mais vous savez, il y avait l'équivalent de M. Sarkozy, sous la Troisième République, qui ne voulait pas qu'on donne les livres gratuits dans le cadre de l'enseignement de la République. Il a pris le relais. Tous ces gens ont été balayés parce que la République, c'est considérer chaque jeune comme étant d'abord l'égal de l'autre. Au Zénith, le banc et l'arrière-banc de l'UMP régional étaient là pour écouter son chef, qui au final inscrit son programme éducatif dans une autonomie promise en cas d'élection aux établissements scolaires. Et aujourd'hui, c'est Eva Joly qui fait campagne à Montpellier. La candidate Europe Écologie Les Verts à l'élection présidentielle est en meeting, salle Peloutier, ce soir à 20h. Un peu avant ce rendez-vous avec les militants écologistes, elle rencontrait les journalistes. L'occasion pour elle de réagir aux propositions du candidat UMP Nicolas Sarkozy en matière d'éducation. Écoutez. Les propositions de Nicolas Sarkozy en matière d'éducation sont indécentes. Sous-entendre que les enseignants ne travaillent pas assez après avoir cassé l'éducation nationale, après avoir supprimé 60 000 emplois et laissé les enseignants complètement désorientés avec des classes surchargées alors que beaucoup d'entre eux ont été privés de leur année de pédagogie, pour moi c'est indécent. Et j'oppose à ce projet, mon projet, qui est l'éducation pour tous, tout le long de la vie, avec un autre programme pédagogique et un système qui n'est pas axé autour de l'excellence pour quelques-uns, mais d'un système qui est excellent pour tous. Et de son côté, Patrick Vignal lançait ce matin sa campagne pour les élections législatives. Le socialiste parachuté sur la 9e circonscription de l'Hérault, c'est la nouvelle circonscription qui englobe notamment le Lunélois et la Grande Motte. Du cousu humain, selon certains, pour le candidat UMP Stéphane Rossignol. Autant dire que le Montpellierin part avec un handicap, d'autant plus qu'il est actuellement en convalescence suite à un accident de ski, comme il l'explique au micro de Jean Brun. Et je crois que là j'ai la totale, c'est-à-dire une campagne difficile, une circonscription découpée pour Stéphane Sarkozy, un Front National qui lamine, et il me manquait plus que ça, moi qui quand même est connu comme un candidat à l'énergie, de me faire une fracture du col du fémur, mais c'est tellement bénin par rapport aux gens qui souffrent dans leur corps, dans leur chair depuis longtemps, donc au contraire ça sera peut-être même une source de motivation nouvelle. Je suis un combattant et je vais arpenter les marchés avec mon fauteuil et mes béquilles.
L'arrêté d'approbation du PPRI, le plan de prévention du risque inondation, a été signé hier à Nîmes. La ville est particulièrement exposée aux crues du Vistre et du Cadorau notamment. Beaucoup gardent en mémoire les inondations d'octobre 1988 qui avaient tué 11 personnes et causé 610 millions d'euros de dégâts. Aujourd'hui, avec l'étalement de la ville au sud, le risque à maîtriser est encore plus important. Quel impact aura ce document de référence en matière d'urbanisme pour Nîmes? Les détails avec Olivier Michel. Seul 11% de la ville de Nîmes est inconstructible. Ainsi en a décidé le préfet du Gard qui vient d'approuver le plan de prévention du risque inondation. Le reste du territoire est donc urbanisable sous condition et en fonction de l'aléa inondation. Il y a les aléas modérés, les aléas forts et très forts. En très fort, on ne peut pas construire. Et puis, vous avez les autres aléas où, en fonction de la gradation, on prend des précautions qui sont essentiellement des hauteurs de plancher, de façon à ce que, en cas d'inondation, les vies humaines soient préservées. Établi sur la base de la crue du 3 octobre 1988, le PPRI, qui cartographie la ville, servira désormais de document de référence. Il fixe les règles d'urbanisme, informe acquéreurs ou loueurs dans les transactions immobilières et peut même contraindre un propriétaire à réaliser des travaux afin de réduire sa vulnérabilité. À titre d'exemple, s'il a une piscine, par exemple, il devra la barriérer pour éviter la chute des secours, par exemple. Pour les maisons individuelles dans les secteurs les plus exposés, vraiment où il y a plus d'1 mètre d'eau, là on aura obligation d'avoir un accès à un étage pour se mettre en sécurité, pour éviter de vivre, par exemple, ce qu'on a relaté après les événements de Xintia dans les lotissements où les gens ont été coincés dans leur rez-de-chaussée. À noter que le PPRI ne contrariera pas l'extension de la zone commerciale du Mas de Vignoles. Quant au projet d'habitation du Mas des Lombards, après travaux sur le Cadorau, il verra sa surface ramenée de 80 à 20 hectares. Un mot de sport à présent avec le MAHB qui se prépare au traditionnel choc du championnat. Les handballeurs montpelliérains reçoivent Chambéry demain soir à l'Arena. Et avec 2 équipes de cet acabit sur le parquet, le spectacle est quasiment assuré. Même le coach Patrice Canaillet semble se régaler d'avance. Écoutez. Montpellier-Chambéry, c'est vraiment le match par excellence du championnat de France, la grosse affiche du championnat de France. Une fois de plus, le premier contre le second, dans une salle qui va être pleine, à n'en pas douter, avec beaucoup d'ambiance. Et c'est une confrontation sportive qui tient toujours ses promesses avec 2 très très belles équipes. C'est évident que cette année, on a 6 points d'avance, donc une victoire pour nous et on serait en très très bonne position pour le titre. Et Chambéry a besoin de cette victoire pour se repositionner et conforter sa 2e place qualificative pour la Ligue des Champions. Donc l'enjeu va être très très important et à n'en pas douter, on va assister à un très beau spectacle. Montpellier-Chambéry, c'est donc demain soir à l'Arena, coup d'envoi 20h45. Et à noter que le Montpellier Handball vient de recruter un international norvégien pour les 2 saisons à venir. Erlend Marmelund permettra au MAHB de renforcer sa base arrière. L'équipe de France de football affronte l'Allemagne ce soir en match amical à Brême. Et parmi les Bleus, Olivier Giroud, l'attaquant montpelliérain qui a déjà été appelé 2 fois en équipe de France, pourrait être titulaire ce soir pour rencontrer la Mannschaft. Et Laurent Blanc l'aura à l'œil. Le sélectionneur a déclaré qu'il souhaitait voir Giroud marquer des buts en équipe de France. C'est donc le moment pour Olivier Giroud de faire des étincelles s'il veut espérer jouer l'Euro au mois de juin. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu demain dès 12h30 pour votre journal de la mi-journée. Passez une excellente soirée sur TV Sud. À demain.